Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bien dans cette vidéo où je vais essayer d'envisager la suite de la saison. Vous le savez, il reste 8 matchs en Ligue 1. Combien en Ligue Europa, on ne sait pas, le plus possible. Mais bon, donc je vais étudier tout simplement notre calendrier de fin de saison en Ligue 1 avec vous. Bon, je l'ai déjà fait, mais seulement je vais le commenter. Bon, évidemment, c'est du jeu, hein, évidemment, on ne peut pas, on va dire, anticiper et prévoir tous les résultats des 7-8 équipes qui sont autour de nous jusqu'à la fin de la saison sans se tromper. Mais bon, c'est un jeu. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire ce même jeu et me mettre dans les commentaires ce à quoi vous arrivez. Je ne vous dis pas à quoi j'arrive, ce sera un peu la surprise. Et donc ensuite, je vais m'attaquer à l'Europa League puisque au moins 2 matchs en Europa League, vous le savez, on a tiré Manchester United. Alors il se trouve que si vous voulez le savoir, Manchester United est sans doute l'équipe de Premier League que je suis de plus près. J'aime beaucoup ce club, j'aime beaucoup leur chaîne de supporters dont je vous parlerai un petit peu. Et je vais vous présenter cette équipe parce que je la connais très très bien. Alors, beaucoup dans l'environnement lyonnais se voient gagner la Ligue Europa. Il faudra passer cet obstacle Manchester et ça va pas être aussi facile que certains pensent, donc je vais donner mon avis sur le sujet. Avant cela, donc, on va parler de la Ligue 1. Il reste 8 matchs. Je les ai étudiés. J'ai étudié aussi donc le calendrier de nos adversaires. Eh bien, on va voir en projection de points où nous allons finir, selon moi, d'ici la fin de la saison. Mais je le répète, faites le même calcul de votre côté et vous me direz à ce à quoi vous aboutissez. Alors ici, nous avons le classement actuel. Vous voyez l'OM 3e, Nice 4e, 3e, Monaco 4, Lille 5. Alors je l'ai fait avant qu'on passe devant Lille. Désolé les amis. Mais vous allez voir que les résultats du week-end me donnent globalement raison. Pas super, mais globalement raison. Donc l'OL était 6e, Strasbourg 7, Lens 8 et Brest 9. Donc, au moment où j'ai fait ce tableau, c'était donc avant le match du Havre, j'ai calculé combien de points chaque équipe allait prendre dans les, à cette époque-là, 9 journées restantes. Maintenant, il en reste 8. Et évidemment, j'ai cumulé ces points à ceux que chaque équipe a déjà. Alors, par exemple, pour Marseille, qui est 2e, je prévoyais la défaite à Paris, si ça, c'est pas avoir du nez. Ensuite, je les vois battre Reims, Toulouse, prendre 1 point contre Monaco, 3 points contre Montpellier, Brest, 0 contre Lille. Je crois que le match a lieu à Lille. Et terminer fort, une victoire face au Havre et à Rennes. Donc, ils ont 49 points, ils en auront 68, et selon moi, 68 points, 68 points, pardon. Vous êtes 2e du championnat. Pour Nice, qui est 3e, au moment où je fais le tableau. Je les vois prendre 3 points à Auxerre, finalement ils n'en ont pris qu'un. 1 contre Monaco, puisqu'ils vont se jouer à la reprise, 3 contre Nantes, 1 contre Strasbourg, etc., etc. Et donc je les vois à 64 points. Concernant Monaco, je les vois prendre 3 points face à Angers. Alors je ne sais même plus le résultat qu'ils ont fait face à Angers, mais je crois quand même qu'ils ont gagné. 1 face à Nice, 1 face à Brest, 1 face à Marseille, 1 face à Strasbourg, etc., etc. Et 1 face à Lyon. Ce sera quand même le match clé, hein, peut-être une finale pour le podium à dernière journée de championnat. Alors Lille, 1 point face à Nantes. Alors, ils ont perdu, donc vous voyez. 3 face à Lens dans le derby du Nord, 0 face à nous, bien entendu. 1 point face au TEF, 3, 3, 3, 3, 1, 3, et donc ça leur fait 62 points à la fin. Et enfin, l'Olympique lyonnais, donc 3 points face à Strasbourg, c'est dans la poche. 1 point face à Strasbourg, et oui, je crains Strasbourg. Beaucoup. 3 face à Lille, idem face à Auxerre, Saint-Étienne, Rennes, Lens, 1 point à Monaco et 3 points face à Angers, ce qui nous mène à 65 points. Je ne parle pas de ceux qui sont derrière parce que pour moi, ils vont finir assez loin, même si je pense que Strasbourg peut nous surprendre. Mais enfin bon, donc quand on prend les points additionnés sur les 9 derniers matchs et les points actuels des équipes, eh bien écoutez, je vois Marseille rester 2e,
avec 68 points. L'Olympique Lyonnais, finir 3e avec 65 points. Nice, 4e avec 64 points. Mais bon, Nice, je ne sais pas sur quel pied danser. En tout cas, bon, je les vois 4e. 5e, je me suis trompé dans le tableau. Vraiment, il est pourri ce tableau. 62e, donc 5e, Lille. Et 6e, Monaco, que je vois ne pas faire grand-chose sur cette fin de saison. Donc vous voyez, certes, j'aurais dû faire le tableau après le match du Havre, mais je n'ai pas eu le temps de me mettre à jour. J'espère que vous me pardonnerez, mais ce qui est intéressant, c'est l'exercice intellectuel. Donc n'hésitez pas à le faire et me dire, eh bien, votre podium ou votre top 5 en appliquant ce que j'ai fait. Alors, je n'ai pas fait de différence domicile-extérieur parce que c'est vrai qu'en général, on est meilleur à domicile. Ça, faut pas se mentir. Mais pour moi, c'est pas totalement exact. Donc, bon, c'est mon calcul. Faites le vôtre et me dites-moi ce que vous trouvez dans les commentaires. Bien entendu, une 3e place, et bah écoutez, ce serait quand même royal puisque ça me qualifierait pour la Ligue des Champions avec tout l'argent qui va avec. Donc ce serait quand même une fin de saison tout à fait excitante. On peut même espérer que Marseille s'écroule, pourquoi pas. On les déteste beaucoup, donc si ils s'écroulaient, ça nous ferait quand même nos affaires. Et puis si on allait gagner à Monaco, et ben peut-être quand même qu'on leur passerait devant. Bon là, faut avoir beaucoup d'imagination, mais pourquoi pas. Je pense quand même que maintenant qu'ils ont passé le PSG, ils ont quand même un calendrier plutôt tranquille derrière. Donc c'est pour ça que je les vois conserver leur 2e place. Alors évidemment, le 2e objectif, et notre Lyon regarde la Ligue 1, mais vous voyez qu'à côté de lui, il y a la Ligue Europe, la coupe de la Ligue Europa. Et donc je vais vous présenter Manchester United, qui est une équipe donc, que je connais très 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 bien parce que je la suis de près. Et donc je pense que j'ai quand même une certaine légitimité à parler d'eux. Alors Manchester United, évidemment, c'est un grand club. On le considère comme le 2e plus grand club du monde, derrière le Real Madrid. Et qui dit grand club dit beaucoup de fans, beaucoup de supporters. Et justement, donc je vous parlais de la chaîne YouTube des supporters de Manchester United. Alors il y en a plusieurs, mais celle-ci c'est la plus importante, qui s'appelle United Stand. Vous voyez, 11 000 vidéos publiées quand même. 2,04 millions d'abonnés, donc on n'est pas dans la même dimension, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne me plaît énormément et que dans mes rêves les plus fous, mais bon, j'en suis encore loin parce que j'avais évalué qu'ils faisaient un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires annuel, eh bien, tendre vers ce qu'ils font, pas exactement comme ils font, mais vers ce qu'ils font, j'avoue que c'est mon rêve. Peut-être un jour un rêve exaucé, mais en tout cas, sachez que United Stand, c'est vraiment mon modèle absolu. Alors maintenant, descendons sur le terrain pour présenter cette équipe de Manchester. C'est vrai que vous l'avez à droite ici, le classement, donc ils sont actuellement 13e de Première Ligue, ce qui évidemment ne fait pas rêver, ils sont juste derrière un des clubs de John Textor, Crystal Palace, ils sont quasiment à égalité avec Tottenham, donc on se dit, bon, 13e de Première Ligue, ça ne va pas spécialement nous impressionner. Mais ce qu'il faut dire, et ça c'est très important, c'est que sur les 8 derniers matchs, eh bien, Manchester n'a pas perdu, ils n'ont pas tout gagné, mais ils n'ont pas perdu, et surtout, je les sens vraiment sur la montante. Alors, on a leurs 5 derniers résultats, donc vous le voyez, victoire à Leicester City, qui est effectivement une des équipes du bas de tableau de Première Ligue, mais bon, quand même, 3-0 à l'extérieur, en Première Ligue, ça veut dire quelque chose. 4-1 face à la Real Sociedad, qui ne fait pas une saison exceptionnelle non plus en Liga, mais bon, qui est quand même une équipe assez cohérente. 4-1. Avant cela, quand même, eh bien, ils font un match nul face à Arsenal, dans un match où ils auraient même presque mérité de gagner. Ils avaient fait match nul à la Real Sociedad, et avant cela, en FA Cup, ils ont fait match nul face à Fulham, ce qui, effectivement, n'est pas un bon résultat. Bon, alors ça, évidemment, c'est les résultats. Ils sont pas exceptionnels, mais moi, comme je les analyse, c'est qu'ils sont quand même sur la montante. Manchester a eu un début de saison extrêmement compliqué. Ils ont viré leur entraîneur Eric Ten Hag, que j'apprécie beaucoup. Et pour tout vous dire même,
lorsque Peter Bosz a été nommé, moi je disais, c'est pas lui qu'il faut prendre comme coach néerlandais, c'est Erik ten Hag. Bon, évidemment, il était sollicité par Manchester United, c'était sans doute pas le même salaire. Alors il est sur le marché, mais bon, on a un très bon coach, donc on n'y pense pas avec Paulo Fonseca. On va regarder un petit peu l'effectif de Manchester et leur manière de jouer. C'est donc le Portugais Ruben Amorim qui a repris l'équipe alors qu'il avait des résultats exceptionnels avec le Sporting, mais les dirigeants de Manchester lui ont dit, parce que lui voulait bien venir à Manchester, mais seulement l'été prochain, à la fin de la saison, avec un mercato auquel il pouvait être associé. Donc les dirigeants lui ont dit non, non, mon coco, Manchester, ça se passe pas comme ça. Quand on te donne ta chance, il faut la prendre parce qu'elle ne repassera pas. Donc la mort dans l'âme. Amorim est parti à Manchester United. Il l'a longtemps regretté parce que ses résultats étaient bien pires que ceux de Erik ten Hag, qui, je rappelle quand même, a gagné une coupe l'année dernière, une coupe l'année d'avant, et avant fini deuxième quand même de Première Ligue. Donc on peut cracher un petit peu sur le bilan de Erik ten Hag, mais il n'est pas si mauvais que ça. Bon, cette saison, ça n'allait pas, il avait perdu son vestiaire, on amène Amorim, Amorim qui déclare dans la presse que son effectif est peut-être le pire de l'histoire de Manchester United, donc évidemment, ça a un petit peu tendu les choses avec les supporters et évidemment les joueurs, hein, qui sont quand même les premiers concernés. Amorim récupère des joueurs qu'il n'a pas choisis, puisque pour la plupart, ils étaient là évidemment avant, et notamment choisis par Erik ten Hag, qui est un très bon coach, mais par contre en recruteur, il est zéro, hein, parce que le nombre de flops qu'il a recrutés, c'est assez impressionnant. Donc on va regarder un petit peu les joueurs de cet effectif, et vous allez voir quand même que il y a du matos. Il y a du matos. Ça tourne peut-être pas très bien, mais c'est du matos. C'est très, très physique. C'est-à-dire que, vous le savez, je râle tout le temps. Ça me vaut quand même pas mal de remarques dans les commentaires, mais je râle tout le temps par le manque de qualité athlétique de notre équipe. Vous allez voir que du côté de Manchester, il y a du beefsteak. Il y a du beefsteak. On commence par les attaquants avec Rasmus Højlund, bon, qui n'est pas un gros buteur, mais bon, qui est quand même une sacrée masse, 1m91, 81 kg. Garnacho, qui est un ailier virevoltant, donc 1m80. Zirkzee, qui vient de l'Atalanta et qui lui aussi 1m93, 78 kg. Et Amad Traoré, alors je crois est blessé en ce moment, je ne sais pas s'il sera disponible pour les matchs, mais lui qui est un ailier droit, alors que Garnacho évolue plutôt à gauche, et qui est extrêmement percutant également. Au milieu de terrain, Bruno Fernandes, attention, le roi des coups de pied arrêtés. Je crois que sur le mois qui vient de se passer, il a mis 2 coups francs directs. Alors, on a un grand gardien, mais attention à Bruno Fernandes, bon, qui est dans le cœur du jeu, créateur de cette équipe. Kobbie Mainoo, qui a explosé la saison passée et qui est un milieu de terrain extrêmement actif et qui est porté vers l'avant. Mason Mount, bon, qui est un petit peu décevant. Les autres, bon, jouent moins. Eriksen, vous savez, celui qui avait fait un arrêt cardiaque sur le terrain, qui a repris la compétition, mais qui sous Amorim joue très très peu. En défense et au milieu de terrain, parce qu'il a été mis dans les défenseurs, mais c'est un milieu de terrain. En défense, on retrouve Lenny Yoro, transfuge de Lille. 60 millions de transferts. Bon, franchement, ses premiers pas avec Manchester, c'est pas fantastique. Manuel Ugarte, qui avait fait des étincelles au début au Paris Saint-Germain, avant de s'éteindre et de disparaître, puis avant d'être transféré également. On retrouve là aussi un bon joueur, Lisandro Martinez. Mathias de Ligt, justement, ancien de l'Ajax, qui avait connu la grande époque de l'Ajax, recruté par Ten Hag, mais bon, assez décevant. Diogo Dalot, bon, qui est un latéral que je n'aime pas trop. Mazraoui, qui lui est plutôt pas mal, un Marocain, également latéral. Chinax Perke Dorgu, qui est, désolé pour la prononciation, qui lui est arrivé au mercato d'hiver et qui est un latéral très percutant. Bon, Luke Shaw, Maguire, Casemiro, Lindelof, c'est des charrettes, tout comme Johnny Evans, bon, 37 ans. Clairement, un des défauts, un des problèmes de cette équipe de Manchester, c'est la défense qui est vraiment d'une lenteur extraordinaire. Donc,
peut-être qu'on pourra arriver à les piquer en contre. En gardien de but, on retrouve quelqu'un qu'on connaît bien, André Onana, qui a failli signer à l'Olympique Lyonnais à l'époque de Peter Bosz, mais Jean-Michel Aulas avait refusé le transfert parce que ses agents voulaient des commissions occultes dans des paradis fiscaux, etc., etc. Donc finalement, ça ne s'est pas fait. C'est un gardien qu'on a du mal à situer parce que parfois il fait des très grands arrêts. C'est un peu leur Donnarumma, si vous voulez, c'est-à-dire parfois des très grands arrêts et puis parfois des boulettes hallucinantes. Alors bon, quand on regarde cet effectif, oui, il n'y a pas des superstars mondiales, mais bon, il y a quand même des joueurs de qualité, des joueurs cohérents, notamment sur le plan offensif. Des beaux bébés, des mecs qu'il va falloir contrôler comme Højlund et Zirkzee. Des ailiers très très explosifs, comme donc Garnacho et Traoré. Franchement, je dis pas que c'est pas jouable. Je dis pas que c'est pas jouable, mais ça va être très très dur. Et vraiment sortir de ce quart de finale, pour moi, vraiment, ce serait un exploit fantastique de notre équipe. D'autant plus qu'on va jouer le match retour à Old Trafford, qui porte bien son nom parce que il est vraiment vieux ce stade. Il paraît que la pluie dégouline de partout c'est les douches dans la tribune de presse, etc., dans les tribunes de spectateurs. Et Manchester veut construire un nouveau stade de 100 000 places. C'est quand même quelque chose pour 2 milliards. 2 milliards. Bon. En tout cas, voilà, ce que je pouvais vous dire sur Manchester, vraiment ne pas sous-estimer cette équipe. Il ne faut pas regarder son classement en Première Ligue. Il ne reflète pas la qualité de l'effectif. Ça va être compliqué. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez qu'on va passer, si vous pensez que c'est quasiment mission impossible, ou si c'est du 50-50. Ce sera à vous de me le dire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire ce que vous voyez pour la Ligue 1, ce que vous voyez pour l'Europa League, pour cette dernière ligne droite de l'OL dans une saison qui peut se terminer en apothéose ou en eau de boudin, faut pas se mentir. Tout peut se passer. Après, est-ce que sortir en quart de finale face à Manchester United, ce serait pas une honte? Mais bon, on serait quand même un petit peu frustré. À quart de finale, bon, on n'est plus qu'à 2 matchs de la finale. C'est sûr que, bon, on sera un peu frustré, mais bon, après, Manchester, pour moi, c'est quand même une montagne à avaler. Je ne parle pas de l'Athletic Bilbao, qui devrait être l'équipe qu'on va rencontrer ensuite, qui recevra la finale à San Mamés, donc dans son stade, donc autant vous dire qu'ils seront motivés comme des coucous. Donc c'est loin d'être fait, c'est très loin d'être fait. Je ne parle pas de Bilbao, je les connais moins, clairement. Mais déjà passé Manchester, croyez-moi, si on y arrive, là, je dirais chapeau à notre équipe, parce que franchement, la montagne s'élève très nettement. Voilà les amis, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.